Je me suis enrichi en vendant trop tôt. Moi, je suis un peu comme ça. Je suis enrichi en vendant trop tôt. Je peux raconter une histoire. En action, sur les actions américaines, j'avais une action Nvidia. Je l'ai achetée, elle coûtait $7,50. Je l'ai vendue à $15. Pourquoi ? Parce qu'elle avait gagné 100%. Mais en réalité, elle est partie sans moi. Mais aujourd'hui, elle serait à l'équivalent de $1,000. Mon banquier, je me rappelle, il me dit « Mais vous avez une info particulière ?» J'ai dit « Non, j'ai pris 100%. En 6 mois, je suis content, je me barre. » Bonjour à tous, bienvenue dans le 7e épisode de Homeboys, l'immobilier sans filtre. Aujourd'hui, on accueille le GOAT de l'immobilier, le coach de ton coach préféré, Olivier Seban. Comment allez-vous ? Ah, tu me vous vois maintenant ? Non, le respect revient. Du sensei, du maître. Pour info, c'est grâce à toi que j'ai commencé dans l'immobilier, donc je voulais déjà te remercier. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas dans les grandes lignes ? Alors, si je me présente... Alors personnellement, bon, moi je m'appelle Olivier Seban, j'ai 64 ans, je sais, je ne les fais pas, mais bon. C'est vrai que j'ai été le premier à vulgariser l'immobilier sur YouTube. Et je vous assure que c'est vrai, il y en a qui ne me connaissent pas, tu peux en témoigner. Exactement. C'est vrai. C'est moi qui ai fait les premières vidéos YouTube sur l'immobilier. J'ai proposé mes formations, mes coachings, j'ai accompagné, aujourd'hui je ne sais pas... 10 000, 15 000 personnes qui ont suivi. Je ne les ai pas accompagnés directement, mais oui, avec ton programme, formation, etc. Et je ne compte que les formations, je ne compte pas toutes les vidéos. Et les livres aussi. Et les livres, c'est vrai. Et voilà, j'ai commencé il y a plus de 20 ans maintenant, en 2001. Donc moi, je suis un dinosaure du web. Ah, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Et du coup, pour l'immobilier, pourquoi l'immobilier et comment l'immobilier ? Comment t'es arrivé dedans pour te lancer c'est quoi ton histoire exactement ? L'histoire, en réalité, moi, au début, j'ai rien à voir avec l'immobilier. Moi, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai toujours été entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. J'avais des boîtes d'informatique. J'ai vendu ces boîtes. Et puis, quand on gagne un peu d'argent, quand on revend une boîte, on investit cet argent. Et ce qu'il y a de plus naturel, c'est de l'investir en bourse et de l'investir dans l'immobilier. J'ai acheté de l'immobilier, tout simplement. Au début, j'y connaissais que dalle. Vraiment, j'ai appris sur le terrain. Parce que tout ce qu'il y a aujourd'hui avec YouTube, des bouquins, tout ça, il n'y avait pas à l'époque. Il y avait rien. Donc, tu apprenais par toi-même, tu faisais tes erreurs. Et tu perdais du fric parce que tu faisais ces erreurs. Et tu dis, je ne referai pas. Quand tu dis apprendre par toi-même, c'est-à-dire tu achetais et tu te faisais avoir, tu essayais de rencontrer des gens qui étaient dans l'immobilier. Comment tu apprenais par toi-même à l'époque ? Désolé, je dis à l'époque, mais... Oui, c'est pas grave. Bon. J'ai que 64 ans. Non, c'est-à-dire que c'était pas aussi développé aussi l'immobilier. Et le fait que, et je pense, là, je le dis d'une manière non prétentieuse, le fait d'avoir commencé à faire des vidéos sur l'immobilier, l'investissement, on a vu. Je vais faire une corrélation entre la progression des transactions et cette éclosion des formations, enfin pas des formations, des vidéos sur l'immobilier. Eh bien, on voit qu'il y a une corrélation. Ça commence à peu près au même moment. Alors, oui, je me dis, j'y suis pour quelque chose. Mais mes erreurs, on se dit, est-ce que j'aurais dû acheter ça ? Mais quand on se dit, j'aurais dû, est-ce que j'aurais dû acheter ça ? C'est qu'on a déjà fait la connerie. Mais on apprend parce que les gars, j'étais novice, comme beaucoup aujourd'hui le sont, parce qu'ils vont acheter leur premier appart. J'ai acheté une fois mon premier appart. Et puis on se dit, oui, je savais pas ça. On découvre. Que ça soit au niveau de l'achat, de ce qu'il faut regarder, pas regarder, c'est toujours bon de regarder quelque chose. Il vaut mieux poser des questions que ne pas en poser, même si elles sont idiotes. On apprend au niveau des notaires, on apprend au niveau des banques, on apprend sur la négociation. D'ailleurs, si je peux donner un seul conseil, développez vos capacités de négociation. Et oser négocier, c'est là où vous commencerez à gagner vraiment de l'argent. Et comment on les développe selon toi ? Là, moi, j'ai 18 ans, j'ai envie de me développer sur l'art de la négociation. Comment je fais ? Tu oses. Ça va pas plus loin que ça. Je veux dire, négocier, la forme la plus simple pour négocier, c'est combien il coûte l'appartement ? 200 000. Ok, je vous en propose 180. Voilà. Tu as commencé à négocier. Et pourtant, c'est pas difficile. Ce que je viens de dire, n'importe qui peut le faire. Et je me rappelle, par exemple, première histoire de négociation, qui est d'ailleurs
le premier appartement que j'ai acheté En plus. Ok. dans le 18e arrondissement, rue Coisebox. Il y en a qui regarderont. Ok. Je connais très bien. COYVESOX. Je me rappelle plus du numéro. Ok. 32 peut-être. Je suis pas très Ah ouais, sûr. c'est précis. L'étage, Et je me rappelle. Donc j'ai fait la proposition. Je me rappelle encore du prix. C'était 360 000 francs Ok. l'appartement. Non, 380 000 francs l'appartement. Des Et en, francs. en euros, actuellement, parce qu'on va pas Divise compter par 6, l'inflation. 56, mais là je suis fatigué. Ok. Pas la Vous même, ferez le t'inquiète pas. calcul derrière vos Ça doit écrans. faire 57 000, 58 000 euros. Ok, on va Ah dire oui, ça. c'est vraiment rien. Ok. Pour 30 mètres carrés, Waouh. immeuble haussmanien, 2 pièces, 2e étage. Incroyable. Ça, je me rappelle encore. Et j'ai proposé 320. Je savais pas combien proposer. J'ai proposé 320. Et la vendeuse, elle a eu une réaction incroyable. Elle a dit, c'est tout? Et elle a signé. Mais tu vois, Tu dis- c'est vraiment J'avoue. le truc. Sans aucune question, aucune Rien, information. même pas de retour. Pas de contre-offre, rien. Ouais, bah oui, parce que souvent. Je me rappelle encore. Elle a dit, c'est tout? Et puis elle a signé. C'était, j'ai dit, mais j'aurais pu proposer moi. Ouais. Et la tension à l'époque, est-ce que il y avait une tension aussi, peut-être pas comme celle de l'âge d'or de l'immobilier où on se battait tous pour pouvoir avoir un appartement, mais est-ce qu'à l'époque c'était Non. la même chose? Parce que pour qu'elle accepte une offre comme ça, est-ce qu'il y avait peut-être 4 personnes en face qui se battaient? Non, à l'époque, on était en pleine sortie d'une crise importante de l'immobilier Ok. qui a plongé en 91. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent, qui connaissent, mais l'immobilier à Paris est plongé de 30%. Aujourd'hui, ça serait un rêve. J'adorerais que ça plonge de 30%. Pas pour mon appart, mais Ouais. Tu Ouais, m'étonnes. pour pouvoir racheter. Ah bah oui. bah oui, je veux dire, tu te rends compte, moi j'ai un appart où je dois me balader à 13-14 000 du mètre, Mm. ça me ferait mal au popotin si ça plongeait Ah, de non. 30%. Moi, ça avait diminué dans les années 90, tu sais. Oui, il y a eu la guerre du Golfe en Guerre du Golfe, 91, ok. et ça a provoqué une chute de l'immobilier. Donc Ok. il y a eu un trou d'air, et ça a commencé à repartir 95-96. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, où j'ai commencé vraiment à acheter. J'avais déjà acheté avant, en 88 la première fois, mais c'était ma résidence principale. Et là, je me tapais la remontée. Et c'est bien sûr, avec du recul, c'est incroyable les prix. C'est complètement dément. Je me rappelle encore des prix, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. en off, avant. J'ai des appartements, j'en avais un à Neuilly, 37 mètres carrés, dernier étage. Je l'avais payé, bon, ok, il y avait beaucoup de travaux, mais je l'avais payé. J'essaye de reconvertir en euros, mais Qui remontent en c'était- francs et ils en font leur francs, calcul. c'était 540 000 francs. Ok. 540 000 francs, elle est divisée par 6. 80 000 euros, quoi, à peu près. C'est ouf. C'est incroyable. C'est incroyable, mais ça n'a rien à voir. Un autre appart à Neuilly, rue du Midi, au 1 rue du Midi, vous regarderez sur Google Maps, je me rappelle encore, 75 mètres carrés, 4 mètres de plafond. Il était génial, cet appart. Il était en vente 1 million de francs, je me rappelle. Je rentre dans l'agence, je dis, OK, on va le voir. On va le voir. Je propose 900 000. Ils m'ont fait remonter à 920 000. Je lui dis, je le prends. 75 mètres carrés, 900 000, c'est-à-dire à peu près 135, 140 000 euros. Est-ce qu'un Olivier Seban, qui aurait le même âge qu'à l'époque, mais aujourd'hui, tu referais la même chose? Est-ce que tu te remettrais aussi sur de l'investissement immobilier comme ça, dès le début, en te disant Lego, c'est parti, sur les surfaces similaires? Oui, parce que mais je ferai autrement. C'est-à-dire que je ferai pas les mêmes choses. Ok. À cause de l'expérience, parce que le marché est différent, pour plein de raisons. Ici, on est dans un studio donc de podcast. C'est le truc que je voulais faire il y a 10 ans. Et si je devais recommencer aujourd'hui, c'est ce que je ferais. Et par exemple, on en a parlé aussi, j'ai ma belle-fille qui est orthophoniste et qui loue justement un box dans un appartement. Et je lui ai dit, mais si tu veux, on en achète un appart et on le fait. Parce que c'est simple, c'est facile, vous êtes payé au comptant, vous n'avez aucun risque d'impayé, pas de gestion de locataire compliquée, parce que c'est compliqué de dealer avec les particuliers, alors que sur du pro, c'est facile. C'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes choses, mais oui,
C'est intéressant de faire de l'immobilier. Il y a plein de choses à faire, même si aujourd'hui le marché est beaucoup plus difficile. Bon, ça, c'est essentiellement dû au taux d'intérêt, à la situation économique, au contexte. Mais il y a toujours quelque chose à faire pour une bonne et simple raison. C'est que les gens auront toujours besoin de se loger. Ça, c'est vrai. Besoin primaire. Toujours. Ça, c'est vrai. Toujours. Donc, ça crée obligatoirement un marché. Donc, oui, je referai. Je le ferai différemment, c'est certain, avec l'expérience. Mais quelqu'un qui démarre, excusez-moi, quelqu'un qui démarre, aujourd'hui, il y a plein de choses sur Internet pour se renseigner, mais même s'il y a beaucoup de choses, ça remplacera jamais l'expérience. Le terrain. Jamais. Et je pourrais dire, même si je cherche pas à me faire de la pub, parce que même si je vendais des formations sur l'immobilier aujourd'hui, j'ai beaucoup levé le pied, j'en vends plus. Je veux dire, vous trouverez toujours quelque chose dans une formation. Et une formation, c'est quand même de l'expérience accélérée. Mais faites votre expérience. Et une expérience dans l'immobilier, on peut la faire à zéro. De dire, très con, hein. Tu vas visiter un appart, tu vas visiter 10 appartements, tu vas toujours apprendre quelque chose, même si tu n'en achètes aucun. Et ça t'empêche pas de négocier pour voir comment tu peux négocier. Surtout que si tu sais que tu vas pas l'acheter, les agents immobiliers vont me détester quand je vais dire ça. Surtout quand tu sais que tu vas pas l'acheter, t'es pas dans l'émotionnel de dire je vais pas l'avoir. Et j'avais fait une expérience avec un des gars que je coachais, un Belge, je me rappelle encore. Ouais. Et il osait pas négocier. Et je lui dis écoute, essaye un jour. Et j'avais une vidéo sur mon site, sur ma chaîne YouTube là-dessus. Alors peut-être je me trompe sur le montant, mais je crois que l'appartement était à 150 000. Il a dit, je vous propose 120 000. Et on lui a dit oui. Alors que quand il essayait de négocier pour acheter un appartement, il essayait de gratter 4-5 000 euros. Ouais, non, ça c'est... Mais comme les émissions de Plaza, ça me fait rigoler. Bah, ça nous fait tous rire, je pense. Oh, les mecs, bon, il est à 200 000. Oh, je vais proposer 198. Mais on va te le donner, 198. Arrête, ça sert à rien de faire ça. Et c'est pas à 2000 sur 25 ans qui va changer ta vie au final. Dans le pire des cas, c'est l'agence qui va réduire sa com de 2000 balles. Et tu crois qu'un vendeur, il va pas lâcher pour 2000 euros, ou même quitte à couper en deux, à 1000 euros. Tu crois qu'il va pas lâcher sur un montant de 200 000. En plus, dans la négociation, il y a beaucoup de gens qui oublient que le vendeur est plus angoissé que vous en tant qu'acheteur. Et tu peux expliquer pourquoi il est plus angoissé, Parce qu'il a besoin de vendre. Il veut ce fric. S'il vend, c'est qu'il en a besoin. Il a besoin parce qu'il a peut-être acheté quelque chose, il est peut-être en train d'acheter quelque chose, il est peut-être en train de divorcer, sa vie est peut-être en train de changer, mais il a besoin. Donc, et gardons les 200 000. Il sait que tu vas lui faire un chèque de 200 000. Lui, il vend pas un appartement. Lui, il essaye d'avoir un chèque de 200 000. Donc, les vendeurs sont beaucoup plus angoissés qu'on pourrait le croire. Moi y compris. Quelquefois, c'est un peu compliqué sur certains appartements. Après, on a des stratégies. Il y a des appartements que je veux vendre ou que je voulais vendre. Je dis comment je vais y arriver, etc., etc. Mais en tant qu'acheteur, vous avez la main, surtout en ce moment. Et est-ce que pour toi, c'est comme les entreprises, l'immobilier, il faut le revendre quand c'est au plus haut? Ou, parce que là, c'est des exemples où au final, c'est au dernier moment, et le temps, c'est l'ennemi numéro 1 aussi dans l'immobilier quand on veut revendre rapidement. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça, l'immobilier? Alors, oui, si c'est pour générer une plus-value, oui, il faut vendre quand c'est haut, quand ça monte plutôt que quand ça descend. Quand ça monte, il y a plus d'acheteurs, et quand ça descend, il y a moins d'acheteurs. C'est comme la bourse. La bourse, ça descend parce que il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, et à la hausse, c'est exactement le contraire. L'immobilier, c'est exactement les mêmes règles. Exactement. C'est une transaction où on essaye de trouver un équilibre. C'est tout. Donc oui, si vous êtes content du gain que ça représente de la plus-value, vendez. Pourquoi pas? Mais il y a toujours la cupidité naturelle. On dit, mais ça monte. Pourquoi ça continuerait pas à monter? C'est vrai, mais personne ne sait. Personne ne sait. Là, au moment où on tourne, là, nous sommes en début décembre 2024, la bourse américaine, je suis plutôt branché sur la bourse américaine, n'a jamais été aussi haute. La crypto, suite à Donald Trump. La crypto, j'ai une crypto qui a pris 40% cette nuit. Je comprends plus rien. Mais c'est...
Oui, mais le problème, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Je ne sais plus qui c'était, si c'était Rockefeller qui avait dit « Je me suis enrichi en vendant trop tôt ». Ou Carnegie, Rockefeller ou Carnegie? Ouais, je me rappelle plus exactement. Moi, je suis un peu comme ça. Je suis enrichi en vendant trop tôt. C'est bon, c'est intéressant ça. C'est, je peux raconter une histoire, mais qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Allez, vas-y. En action, sur les actions américaines, j'avais une action Nvidia. Si je dis, je vais passer pour un clown. Mais je l'ai acheté, elle coûtait $7,50. Je l'ai vendue à $15. Pourquoi? Parce qu'elle avait gagné 100%. Mais en réalité, elle est partie sans moi. Elle est montée à 1000. Alors, elle n'est pas à 1000 si vous regardez aujourd'hui, parce qu'elle a été divisée, on appelle ça splittée. Ouais. Mais aujourd'hui, elle serait à l'équivalent de $1000. Je l'ai acheté à 7,5. Je l'ai vendue à 15. Mon banquier, je me rappelle, il me dit « Mais vous avez une info particulière ?» J'ai dit « Non, j'ai pris 100% en 6 mois, je suis content, je me barre. » Je pleure aujourd'hui. Mais ça, on le sait qu'après. Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui reçoivent, par exemple, une grosse somme d'argent ou qui hésitent entre se concentrer sur l'immobilier, parce qu'ils n'ont pas forcément de capitaux, ou se concentrer sur la bourse? Qu'est-ce que tu conseilles parmi les deux? Est-ce qu'il faut faire ces deux stratégies ou se concentrer d'abord, parce qu'on dit souvent il faut se focus sur un axe? Qu'est-ce que tu peux conseiller à des jeunes qui ont envie d'entreprendre quelqu'un qui commencerait aujourd'hui? Oui. Moi, je lui dis, t'investis d'abord 10 000 € en bourse. OK. Sur un ETF, pas n'importe quel ETF. Oubliez le marché européen, allez sur les États-Unis, t'achètes un ETF et tu l'oublies. Et après, t'achètes de l'immobilier. OK. Et pourquoi? Okay. Pourquoi? Parce que tu vas acheter une fois et tu n'as pas besoin d'acheter. On parle souvent de DCA sur la bourse, si vous connaissez. Si, dollar cost average. Le DCA, c'est bien, mais en réalité, il y a des études qui montrent que si tu achètes en une fois, tu gagnes plus d'argent que si tu fais du DCA. OK. Alors certes, là je parlais de 10 000 €, mais tout le monde n'a pas 10 000 € à investir d'un coup. C'est sûr. Donc là, dans ce cas-là, tu fais du DCA, mais tu n'as qu'à le faire à hauteur de 10 000 €, et après tu attends, et c'est tout. Pour comment? Il y a un truc sur lequel je me bats un peu sur l'histoire de la bourse, même si on est là sur l'immobilier. Il y a plein de vidéos YouTube où on te dit, tu fais du DCA, c'est-à-dire tu achètes, mettons, 100 € par mois pendant 30 ans et tu es millionnaire. C'est peut-être vrai mathématiquement, mais qui va le faire pendant 30 ans? Ouais, et qui va profiter aussi de l'argent? Évidemment, tu as besoin de profiter aussi de l'argent pour vivre, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, mais c'est de l'investissement. Si tu n'investis pas en bourse, tu peux l'investir ailleurs. Mais sur 30 ans, personne ne le fera. Donc, vaut mieux te concentrer sur 1, 2, 3 ans si tu veux faire du DCA ou investir tout d'un coup, et puis d'attendre. Et une fois que tu as fait ta période d'investissement, ça peut être de la crypto, ça peut être des ETF, fais de l'immobilier. Moi, je le ferai dans ce sens-là. Après, tes ETF, ils vont grandir. Ton capital ETF, tu peux le récupérer pour solder ton crédit, par exemple, immobilier, ou tu dis, OK, si j'investis aujourd'hui 10 000 €, mettons que j'ai 20 ans, on a peut-être des problèmes de retraite dans 30 ans, tu les laisses. Dans 30 ans, ça vaudra 1 million. Même pas 1 million, oublions le million. Ça vaut 500 000, t'as pas de problème de retraite. Dans ton livre, c'est la première fois avant Robert Kiyosaki où j'ai découvert le concept d'actif et de passif. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui hésitent entre investir sur leur résidence principale ou investir sur un produit locatif. Quelqu'un qui a 25 ans, qui a un CDI, qu'est-ce que tu lui conseilles de commencer par une résidence principale ou un produit locatif? Ça dépend des objectifs de chacun. Ça dépend. Une femme va beaucoup plus investir sur sa résidence principale qu'un homme. Un homme est beaucoup plus aventureux. Un mec qui dit moi je veux gagner du fric, tout ça. Les femmes sont plus. Pense à lui, quoi. Oui, peut-être, c'est vrai, je n'avais pas pensé comme ça. Et une femme est beaucoup plus orientée sur la sécurité. OK. Qui est-ce qui a raison? Il n'y a personne qui a raison. N'importe comment. Tu peux être très aventureux, tu peux dire, OK, moi je vais faire du locatif, mais l'appartement, tu ne vas jamais l'habiter, donc tu as besoin de satisfaire ta propre sécurité. Donc tu auras aussi besoin d'une résidence principale. Est-ce que c'est de la location? Est-ce que c'est un achat? Bon, ça dépend où tu achètes aussi. À Paris, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas complètement persuadé. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai un appartement à Paris. Bon, OK, j'ai ma résidence principale et j'ai un appartement qui est en location à Paris. Il me rapporte 2,5. Il me rapporte rien. Bon, c'est du patrimoine. J'ai pas vraiment besoin. Mais
si tu habites en province, je sais pas, moi j'ai une maison dans le Gard, dans la région de Nîmes, j'habite pas à Nîmes, mais je connais un petit peu, donc je regarde les prix. Là-bas, t'as intérêt à acheter. Vaut mieux clairement. acheter. Ouais. Ça dépend où tu es, ça dépend du prix au mètre carré. La règle, elle est très simple. Je veux dire, si le loyer, il te coûte le même prix qu'un crédit, achète. Achète, ça sert à rien de payer un loyer. Même si ton loyer, il est, ton crédit, pardon, ta mensualité, elle est peut-être 20% supérieure au loyer, achète. S'il est au double, ça peut poser un problème. Ne serait-ce que de trésorerie personnelle. Et toi, en l'occurrence, tu as toujours investi sur du patrimonial ou est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée? Peut-être que tu as déjà investi sur du risque, des biens qui sont un peu plus risqués, dans des zones peut-être où tu as un petit peu plus misé sur le futur, on va dire. Ça a été quoi ta stratégie? Bon, moi, quand j'ai commencé, je suis né à Paris, j'ai acheté essentiellement dans l'immobilier. Ok. Oui, j'ai acheté dans l'immobilier, mais j'ai acheté toujours le même type de bien à Paris. Ok. C'est-à-dire, mes règles, c'était très simple, c'est acheter de l'haussmannien Ok. jusqu'au 2e étage sans ascenseur, au-dessus avec ascenseur. Rez-de-chaussée, éventuellement, ça dépendait comment c'était disposé. Si c'était une cour qui donnait sur les poubelles, non. Mais si c'était un jardin, oui, pourquoi pas. Et quand je suis sorti de mes règles, eh ben, j'ai pas gagné d'argent. Alors que j'investissais de l'haussmannien, je gagnais de l'argent. En plus, je devenais un spécialiste de ce que je savais faire. Enfin, c'est un peu redondant ce que je viens de dire. Mais, Ouais, mais t'avais ton cercle de génie et il fallait mieux Voilà. y rester pour éviter de sortir dedans. mais Dessus. après, j'ai acheté d'autres choses. J'ai acheté à Saint-Ouen, je me rappelle. Il y avait une boutique plus un studio au-dessus. J'ai jamais gagné de fric dessus. Et pourquoi j'ai acheté? C'est parce que c'était pas cher. Ouais. Ouais. C'est le piège du pas cher parfois. Ben C'est oui, vrai. au Bah final, mais c'était pas cher, mais quand tu revends, t'achètes pas cher, tu revends pas cher. Donc ta marge, elle est ridicule. C'est vrai. Je me rappelle pas du prix, mais déjà j'avais perdu de l'argent. Mais même si j'avais acheté un bien, mettons sur les prix actuels, mettons à 100 000 euros, j'aurais gagné quoi, 110 000, 10 000 euros. Le jeu en vaut pas la chandelle. Tu vois, j'habitais à Dubaï il y a quelques années. J'ai acheté en pleine crise Covid, j'ai acheté un appartement 800 000 euros, celui où j'habitais à Dubaï. 18 mois après, 16 mois après, je l'ai revendu 1,3 million. Ah ouais. Waouh. Donc, Ça fait plaisir. C'est à ce ouais, moment-là bon, que l'immobilier donne le sourire. j'ai profité du gros de la reprise du marché Ok. quand on est sorti du Covid, mais même si j'avais gagné que 20% sur 800 000, ça fait 160 000. C'est énorme. Parfois, on a C'est tendance à oublier la valeur de l'argent. Est-ce que tu as réussi à garder cette valeur de l'argent? Parce que quand on réussit, qu'on fait des plus-values, etc., on peut avoir tendance à perdre la valeur de l'argent. Est-ce que tu as réussi à garder cette valeur, à te souvenir ce qu'est l'importance de l'argent? Les pieds sur terre. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Allez, à 90%, on va dire, j'ai jamais eu de problème. Je reviendrai sur les 10%, qui peuvent être marrants. Avec plaisir. Mais j'ai toujours eu les pieds sur terre, mais ça, je pense que c'est la manière dont j'ai vécu mon enfance. Ok. C'est-à-dire que nous, j'étais pas dans une famille riche. On avait un appartement de mémoire qui devait faire 50, 60 mètres carrés. C'était un 3 pièces. Et on vivait à 3 dans la même chambre avec moi, mon frère et ma sœur. Donc, déjà, ça te situe les choses. Et moi, j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis l'aîné de la famille. Mes parents ne m'ont jamais donné un centime. J'ai toujours dû gagner mon argent par moi-même. Je séchais les cours pour aller distribuer des prospectus. Je distribuais les fleurs du pharmacien. Pharmacien. Non, Fleuriste. pharmacien ne vend pas de fleurs. Du fleuriste qui était en Ouais. bas de chez moi. Bon, je me suis toujours débrouillé tout seul. Donc, mon argent, je l'ai gagné et je l'ai jamais claqué. Et j'ai toujours eu peur de manquer. Il y a quelques années, il y avait M6 qui faisait un casting, qui cherchait des gens qui avaient réussi. Et il nous demandait, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton argent et tout ça? Je lui dis, moi, je suis très chiant parce que je le claque pas. J'ai pas
tu vois, j'ai on pas de dirait, costard. ouais. J'ai un C'est t-shirt. pas le cliché du mec J'ai sur un de lui. jean, vraiment, ce qui coûte plus cher sur moi, c'est ma montre, et encore, c'est pas la plus chère. Ouais. Je ne connais Mais pas en monde, donc je sais même pas si. j'en ai rien à cirer. Et, à la limite, tant mieux, je passe plus incognito. Clairement. J'ai pas eu des délires. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça rentrait dans ma première partie de vie économique, ça rentrait beaucoup quand j'étais dans l'informatique. Là, j'ai commencé à péter les plombs. J'ai pas été au bout, mais j'ai dit à ma femme, à l'époque, j'ai dit, on va s'acheter un hôtel particulier à Neuilly, tout. Je commençais à avoir la folie des grandeurs. Le côté nouveau riche, un peu. Il y a Ouais, je beaucoup pense. d'entrepreneurs Ouais, je qui sont pense. partis de rien et qui ont ce je côté pense. nouveau riche. Ouais. Et puis, j'ai pas été au bout. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Je l'ai pas fait, peut-être parce que trop terre à terre. Tu vois, les bagnoles, j'en ai eu. Quelquefois, je me suis fait plaisir, mais rien d'extravagant. Mais par exemple, j'avais une grosse bagnole à un moment, toute rouge, et 300 chevaux, tu vois, un gros truc. Ok. Et c'est un truc très con, hein. Je crève, ok, je crève un pneu. Je me rappelle, je vais à la station essence, la station service pour changer les pneus. Et le gars, il me dit, c'est 4000 francs le pneu à l'époque, je me rappelle. Hein. 700 € le pneu. Ok. Et j'ai dit, bon, ok. Oui, mais il me dit, il faut changer les deux, c'est des trains de pneus. Oh, j'ai dit Ça fait mal. C'était dans les années. Ouais. C'était dans les années 90, Ok. quelque chose comme ça. Donc 700 €, 4000 €, 4000 francs un pneu. Ça, puis les deux, 8000 balles. Oh, j'ai dit, ça me fait chier, j'ai vendu la bagnole. Problème solution. Donc, tu vois, donc je suis pas attaché vraiment. Je suis plutôt minimaliste. Ma femme gueule là-dessus. J'ai dit, mais on vit, on n'en a pas besoin, et tout ça. Plutôt minimaliste. Et voilà, j'ai pas la folie des grandeurs, même si ça m'est déjà arrivé. Alors, je vous rassure, je préfère voler en business ou en première plutôt qu'en éco. Ouais, ça, c'est Ça, sûr. là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais non, j'ai pas pété les plombs. J'ai jamais pété les plombs. Et mes enfants, j'aurais toujours essayé de leur inculquer ça. Je vais y venir justement. Parce que Ouais. c'est intéressant, cette partie-là. C'est comment tu inculques ça à tes enfants, toi qui n'as pas forcément eu la même enfance que eux ou elles vont avoir. Ouais. Et surtout, comment tu vas leur enseigner tout ça. Enfin, c'est... Malgré des petits Alors maintenant, cons. bon, elles ont votre âge. Oui. Elles sont jeunes. Mais quand, par exemple, quand elles étaient étudiantes, tu vois, tu as 2 mois, 3 mois de vacances, je lui dis, les filles, vous allez bosser. Et puis, bon, ça râlait un peu. J'ai dit, bon, on va faire un deal. Tu bosses 1 mois, je te paye tes vacances. Tu bosses pas, je te paye rien. Voilà. Et là, Parfait. Et là, ça bosse. c'est efficace. Non, il y en a une qui m'a envoyé balader. Ouais, ok. Et il y avait ça. Et il y avait un autre truc. C'était, là, je sais plus à quelle occasion, mais ça, je sais que j'ai fait ça. C'est peut-être quand on habitait en Australie. Je sais plus très bien. Je disais, tu gagnes 1, je te donne 1. Ah oui, je me rappelle. C'était pas en Australie, c'était en Espagne. Quand on vivait en Espagne, c'était pour le babysitting. Parce que je me rappelle, je reçois un coup de fil d'une maman qui me dit, tes filles, elles peuvent garder mes enfants ce soir. Pas de problème. Je lui dis, elles viendront. Et bon, c'était une des deux. Et puis je lui dis, non, j'ai pas envie. Je lui dis, comme ça, t'as pas envie. Tu vas. Et puis j'ai institué ce truc-là. Tu gagnes 1, je te donne 1. Voilà. Faut leur donner envie, quoi. Et si tu leur donnes pas envie, si tu ne fais que leur donner, elles ne feront que recevoir. Elles apprennent rien. Elles apprennent rien. C'est vrai qu'on est même dans un microcosme un peu parisien. On a des personnes qui ont souvent eu des héritages, par exemple, qui reçoivent beaucoup d'argent d'un seul coup, des parents, des grands-parents ou quoi que ce soit. Et déjà, on voit que parfois, ils font n'importe quoi avec cet argent. Ils ne savent pas comment s'y prendre aussi en immobilier. L'éducation financière n'a pas été présente. Et ça crée des résultats un peu catastrophiques. Et c'est vrai que quand il y a une éducation qui est là, comme la tienne auparavant, je pense que là, le jour où elles se retrouvent à avoir un peu d'argent ou quoi que ce soit, elles savent un peu comment le gérer et comment le faire, en espérant qu'elles fassent la même chose pour leurs enfants à leur tour. Oui, j'espère aussi. je m'en occupe. Le grand-père.
Ouais, et Non, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que, en général, t'en avais parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais une personne qui vient de recevoir beaucoup de fonds, j'y viens, mais qui vient d'arriver sur son compte en banque et qui a un peu d'épargne, qui a un peu de cash à mettre, est-ce que tu aurais aussi des conseils à donner pour ces personnes-là à placer? ça dépend de la situation. Si elle n'a rien, oui, moi je dirais, elle veut pas se prendre la tête. Elle a un héritage. On vit pas de l'argent qu'on a sur son compte. C'est-à-dire, on le claque. S'il est que sur son compte, on le claque. Donc, investir une partie en bourse. Et prenons hypothétiquement que la personne a reçu 200 000 euros. Je lui dis, mets 10% en bourse et tu l'oublies. Tu investis, tu prends des ETF, du crypto, ce que tu veux, et tu l'oublies. Et on verra ça dans 10, 15, 20 ans. Et tu achètes ta résidence principale. Si tu as un crédit sur ta résidence principale, tu te débarrasses du crédit. À partir de ce moment-là, tu as ta sécurité, tu as quelque chose qui travaille pour ton avenir, tu peux prendre des risques, soit en montant une entreprise, soit en investissant, en faisant des crédits pour acheter de l'immobilier. Moi, je pense que ce serait un bon profil, enfin, une bonne règle à suivre. Mais tous les cas sont différents. Moi, mes enfants, alors c'est vrai que je suis un cas un peu atypique. Quand elles étaient encore aux études, on a acheté des appartements. Je leur ai fait acheter des appartements. La banque, elle m'a dit, moi, je ne peux pas leur prêter, donc c'est moi qui me suis porté caution. Elles les ont loués et puis elles se sont payées. Donc, tous les cas sont différents. Ça dépend de... Mais après, est-ce que on va avoir l'intelligence de faire correctement les choses, de dire, OK, je claque pas n'importe comment? Ça dépend du tempérament, ça dépend si le gars il a été frustré dans sa vie, il a voulu avoir plein de trucs, qu'il a jamais pu se les payer, il a peut-être envie de se payer une belle bagnole, ce que je comprends. Mais c'est vraiment une histoire de tempérament. Moi, je dépense ce que j'ai. Je le gagne d'abord et je le dépense après. Okay. Mais il y en a qui claquent avant et qui essayent de le gagner après. Je dis bien, essaye. Donc, ça peut poser quelques problèmes. Mais on est tous différents. Je voudrais revenir sur le début quand je t'ai présenté en tant que le coach de ton coach préféré. Comment t'es arrivé dans le YouTube game et pourquoi t'as voulu, on va dire, propager l'information alors que t'aurais bien pu te la garder, faire ton petit argent en immobilier? Comment t'en es arrivé là? Bon, pour être très honnête, ce n'est que du business. Je veux dire, moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'avais des sociétés d'informatique jusqu'en 2000. 2000, j'ai quitté la France. On a voyagé, comme j'ai dit, plus ou moins en filigrane. Comme ça, vous le saurez. J'ai habité en Australie, en Espagne, en Suisse et à Dubaï. Je suis revenu en France il y a seulement 2 ans. Et puis, j'étais entrepreneur. J'ai dit, bon, j'avais une boîte, j'avais 30 personnes. J'ai dit, j'en ai marre, je supporte plus. Gérer de l'humain. Ouais, ça m'enquiquinait au possible. Et j'ai dit, je veux un profil, je cherche un profil d'entreprise où j'ai pas de stock. Dans l'informatique, j'avais beaucoup de stock qui pouvait se déprécier, c'était un risque. Je veux gérer le minimum d'humain et vendre ce que je sais faire. Enfin, non, ce que je sais faire, ça a été... De vendre ce que je sais faire, ça a été une conséquence. Okay. Donc, je cherchais par profil ce que je ne voulais plus faire et ce qui m'amusait. Et puis, je suis arrivé à ça. Je me dis, tiens, aux États-Unis, j'ai démarré avec la bourse. Je voyais qu'il y avait des mecs qui faisaient des conférences sur la bourse, qui apprenaient aux gens à investir en bourse. J'ai commencé avec la bourse. Je suis venu à l'immobilier seulement après. Ok. Maintenant, il fallait se faire connaître. Comment on faisait? Il y a YouTube, mais YouTube est arrivé en 2009, je crois, ouais, donc comme ça. Un peu plus 2007, tard. peut-être, je ne sais plus exactement. Mais à l'époque, c'était que des forums, c'était que par email. C'était quoi les forums Les forums de discussion. Oui, où tu posais une petite question. Voilà. Donc, c'était une communauté qui se rejoignait sur un site. Aujourd'hui, ça se ressemblerait à du Discord ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, chacun posait sa question, intervenait, mettait sa contribution. Voilà. Et au début, je me suis fait connaître comme ça. Mais ce que je faisais, c'est que j'allais récupérer les adresses email parce que dans tous les forums, il y avait l'adresse email qui était apparente. Tu te fais une base de données. J'ai passé des nuits à aller Génial. sur les sites de bourse, à récupérer les emails, faire des copier-coller pour mettre dans ma base. Et je me suis fait connaître comme ça. Après, il y a eu YouTube. YouTube, c'était les vidéos.
Moi, j'avais fait mes premières vidéos, c'était avant YouTube. Ok. Tu les C'était mettais où, du coup? sur mon site internet, Ok. mais il fallait avoir un serveur qui tenait la route. Et je me rappelle encore, il y a une fille qui m'a dit, je me rappelle de toi, tu as été le premier à utiliser les vidéos sur ton site internet. Ah, j'ai dit, tu te rappelles de ça? C'était marrant. Mais comme j'ai dit, je suis un dinosaure du web. J'ai commencé en 2001. Et le format vidéo, est-ce que tu vois qu'il y avait une grosse différence? Parce qu'on a beaucoup de personnes, maintenant, même nous, on fait beaucoup de contenu vidéo parce que ça te permet d'humaniser. Est-ce que le passage à YouTube et le fait de voir toi directement, il y a eu des changements significatifs dans tes chiffres et dans l'évolution de ton... Pour être très compte? honnête, j'en sais rien. Ok. J'en sais rien. C'était le business Internet montait. Ouais, donc tu étais en même temps. Donc dire que c'était ça qui était plus prépondérant qu'autre chose, je ne sais pas répondre. Par la suite, au bout d'un certain temps, oui. Parce que quand je faisais les interviews podcast, c'était la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui, je vois qu'il y en avait certaines qui marchaient plus que d'autres. Ok. J'en ai une qui a fait, en chiffre d'affaires, 6 chiffres. Ah oui. Wow. Et le premier chiffre, c'était pas un... Ça va. Et les élèves, tu avais de tout type? Tu avais vraiment... De tout. Ça touchait à tout? Il y avait ça allait du gars de 18 ans, je sais pas, à chercher les âges les plus avancés. J'ai dû avoir 55 ans, 56 ans. Et t'en as vu exceller, je pense, aussi, qui ont réussi à... Ouais, il y en a. Participants. J'en ai vu, oui, qui ont monté, mais t'as pas toujours des retours d'expérience. Déjà, par rapport au nombre de personnes à qui j'ai essayé de transmettre un peu de savoir, j'en ai très peu si tu regardes le nombre de mes Même vidéos. des petits messages qui te renvoient un petit message sur Ils te renvoient pas un centaine, crédit ou même des gens qui ont réussi qui disent c'est grâce à Olivier Seban. Ouais. Il y a l'ego qui dit c'est il y pas a grâce les à deux, lui. hein. Ouais. Ah ouais. Il y a les deux. Quand j'en vois sur Internet, je vois ce qu'il dit et qu'il sort de chez moi. Tu dis putain mais c'est ce que je dis. Ça doit être dur ça. Il dit, Ouais. ça me fait mal derrière, quoi, tu vois. Il dit, appelle-moi, toi, appelle-moi. Et on va parler, t'inquiète. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, tu dois t'adapter. C'est le jeu. Et puis, ils vont, d'un point de vue image, ils vont pas dire, ouais, mais moi, je me suis formé chez Olivier Seban. Comment tu l'as pris d'ailleurs, le fait que après, à partir de 2016, il y ait plein de formateurs immobiliers qui ont commencé à arriver, qui étaient aussi peut-être dans une nouvelle génération où ils savaient peut-être maîtriser certains outils. Comment tu l'as pris? Tu l'as pris en mode bon bah tant mieux. S'il y a plein de monde, c'est qu'il y a un marché. Est-ce que tu l'as vu en mode bon il y a beaucoup de concurrents là, ça devient un peu compliqué. Comment tu l'as vu cette transformation? Au début, c'était inévitable. C'est-à-dire que moi, je disais à mon équipe, je comprends pas. Ça fait des années, je suis tout seul. Je ne comprends pas. Je veux dire, ils sont cons, quoi. Anomalie de marché. Ah ouais, c'est parfait. Bon. Et puis, c'est arrivé. Il y en avait, on va dire, un tous les 3 mois. Aujourd'hui, il y en a un tous les 15 jours. C'est impressionnant, ouais. Bon. Mais il y en a autant qui disparaissent. Ouais. Peut-être même le double. Ils ont cramé leurs économies en faisant de la pub et puis ils voient que ça marche pas et ils disparaissent. Mais je l'ai vu, ça m'énerve parce qu'ils me piquaient un peu de mon business. Bon, c'est normal. Ouais, c'est le jeu après. Sinon, tu t'entreprends pas, tu fais rien de ta vie et personne va te voler des idées. Quoi. C'est le jeu. Mais après, il y a quand même plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais tout seul, je prêchais tout seul. C'est beaucoup plus difficile de prêcher tout seul que de prêcher à plusieurs. Parce que quand tu prêches à plusieurs, tout le monde s'entraide. Ah oui, il y a du monde, donc il y a quelque chose. Après, les gens, c'est qui le plus connu? À l'époque, c'était moi. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit moi, même si les gens me connaissent. Ils disent c'est Olivier, et donc les gens venaient chez moi. Donc ils travaillaient pour moi. Donc je peux pas dire que j'étais mécontent. Mais après, et on en rigolait avec mon équipe, des mecs qui sortaient de chez moi, on savait ce qu'ils avaient fait. Et puis, ils se déclaraient comme étant les big boss. Experts en immobilier. Et on disait, attends, l'autre, il a acheté un abri de jardin, alors c'est le roi de l'immobilier. Donc... Après, ce qui est impressionnant, c'est aussi du marketing. T'as beau peut-être ne pas avoir fait grand-chose, si limite, tu vas être meilleur en marketing qu'en immobilier, en fait. C'est le plus gros problème, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il suffit de dire pour devenir, pour paraître être. Et c'est quand même problématique. Parce que il y en a qui sont plus convaincants que d'autres, et ça brouille les pistes. Moi, je me suis retrouvé avec
à Dubaï, dans des restos, avec des gars qui disaient soi-disant qu'ils gagnaient des fortunes, mais au moment de payer l'addition, ça posait un problème. Quoi. L'avocat. Je vais aller aux toilettes. Oui. Bien. Ou les formateurs qui vendent des formations de Dubaï sur comment acheter à Paris, alors qu'ils ne sont jamais achetés à Paris aussi. Bon, il y a de tout. Hein, mais... Il y a de tout, mais bon, c'est compliqué, mais ça fait... la problématique, c'est que ça fait partie du jeu. Mais là, on parle de l'immobilier, mais c'est la même chose dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et c'est pour ça que moi, je disais, notamment lors de mes formations, et même j'ai une formation que j'ai montée là-dessus, je dis, je vais acheter un appart et on regarde tout ensemble. Au moment où je vais le chercher, j'avais fait des caméras cachées avec 4 agents immobiliers sur 4 apparts. Donc, on a fait les visites. On a été chez le notaire. Le notaire, je me suis fait gauler. Il a vu que j'étais en train d'enregistrer. Surtout, c'est un lieu un peu fermé. Là, il n'a pas vu que j'étais en train d'enregistrer, mais il dit un truc bizarre, quoi. Il y avait, bon, c'était l'anecdote. Et donc, voilà, j'ai tout fait. Les travaux, j'ai montré comment, pourquoi. Et j'ai dit, j'achète un appart en réel pour vous montrer comment ça marche, quoi. Et à ma connaissance, j'ai pas vu qui que ce soit le faire. Bon. Et là, tu montrais la réalité des choses. Après, la problématique, c'est de montrer que c'est vrai. Tu vois, moi, je fais du sport, je fais du tennis de table. J'ai un copain à moi qui me voit sur Internet, pas beaucoup en ce moment, mais il y a quelques années, il me dit, mais c'est vrai tout ce que tu racontes? J'ai dit Sam, il s'appelle Samuel. J'ai dit oui, respecte-moi. Tu me connais, tu sais bien, on se voit régulièrement, tu sais si je raconte du bullshit ou pas dans notre vie de tous les jours, quoi. Bon. Donc il y a toujours un frein, et tu sais pas le gars qui va te dire, quoi. Moi, ce qui m'horripile, je veux dire, c'est quand tu vois un mec de 18 ans qui dit, je vais montrer comment on monte une entreprise, comment on gagne du fric, ou comment on achète de l'immobilier. Ouais. Est-ce que pour toi, l'immobilier, c'est un milieu de sharks et de requins et qu'il faut... Parce que c'est quand même mal vu, en général, les métiers de l'immobilier, que ce soit agent immobilier, même investisseur, marchand de biens, pour des gens qui ne sont pas dans l'immo, c'est très mal perçu. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens qui trouvent que c'est un milieu de sharks? Non, il y a tout. C'est comme les montants sont importants, c'est vrai que ça peut être compliqué pour la partie qui est en face, c'est-à-dire c'est souvent l'acheteur potentiel qui va dire ça. Donc... oui, il y a des enfoirés dans les marchands de biens. Je veux dire, par votre métier, je suis certain que vous avez vu des mecs. Oui. Donc, il y a des enfoirés. Il y a un trou dans le mur. Ils vont te mettre juste une feuille de papier pour te dire qu'il n'y en a plus. Dans son jus. Et que... Oui, il y en a, mais il y a des mecs, et moi, la plupart que je connais, je veux dire, ils font leur boulot correctement. Ouais. Que ce soit des agents immobiliers, des notaires, parce qu'il y a aussi des mauvais chez les notaires. Non, je peux pas dire ça, pas plus ou moins que d'autres. Mais le problème, c'est que on est confronté directement à l'argent, parce que quand tu achètes un appartement, c'est du concret, la question que tu poses, c'est combien ça coûte. Donc, on parle tout de suite d'argent, et ça, c'est problématique pour les gens qui n'ont pas l'habitude de gagner de l'argent. Surtout dans la culture française aussi, on parle pas facilement de... Enfin, ça dépend des familles, mais dans beaucoup de cultures, on n'a pas d'éducation financière. Même dans les repas de famille, quand on sait plus ou moins que la grand-mère ou l'arrière-grand-mère va décéder, on n'anticipe jamais, OK, comment on va répartir. Et c'est qu'une fois la personne est décédée qu'on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Sauf que malheureusement, c'est là que c'est trop tard. Oui, il y a tous les... C'est quand même un révélateur du moi profond. C'est-à-dire? Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que si t'es de nature généreuse, t'es généreux. OK. Si t'es un trou du cul, t'es un trou du cul. Si tu gagnes beaucoup d'argent, si t'es généreux, tu seras plus généreux. OK. Si t'es un trou du cul, t'auras un plus gros trou du cul. Ouais, ça met en valeur, en fait, le moi profond, l'argent. Ça change pas forcément, en fait. Non, ça va accentuer une personnalité. Ça va accentuer une personnalité. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es fait déjà avoir par des trous du cul dans ta vie? Avec les limos, etc. Qui t'es déjà tombé sur des escrocs? Est-ce que t'es déjà tombé sur des... Tombé sur des escrocs, oui. Tu t'es déjà fait avoir, escroquer? Entubé, non, pas à mon souvenir. Après, il y a des niveaux d'entubage. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne dit pas que la plomberie, elle est défectueuse. Allez, c'est un oubli, c'est un mensonge par omission. Mais ça, oui, ça m'est arrivé. Mais
de dire, me faire entuber, ok, on me dit il y a 200 mètres carrés et puis il y en a que 150, non, par exemple. Là, j'essaye de trouver un exemple, mais j'ai jamais souffert d'un gros problème. Et est-ce que tu as fait que des bonnes affaires? Il y a beaucoup de personnes qui passent jamais à l'action parce qu'ils veulent la pépite. Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là? De faire que des affaires moyennes et au final, t'es quand même gagnant dans l'IMO, ou que chercher la pépite? C'est des conneries, je veux dire. Le mec qui dit qu'il a toujours fait des bonnes affaires, c'est des conneries. Ouais. Je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais acheté à Saint-Ouen, j'ai perdu de l'argent. Je veux dire... Alors que Saint-Ouen, ça a pas mal augmenté. Ouais, mais à l'époque, ça n'a pas... Si t'avais gardé, ouais. Et j'en ai d'autres, hein, je sais, où j'ai pas gagné d'argent. Et des affaires, des mauvaises affaires, j'en ai fait d'autres. À la même époque que Saint-Ouen, j'ai dit j'avais acheté à Saint-Ouen parce que c'était pas cher, ce qui était une erreur profonde. Neuilly-sur-Marne ou Neuilly-Plaisance, je confonds à chaque fois. J'avais acheté, j'ai revendu à perte. Parce que j'ai acheté parce que c'était pas cher. Et si c'est pas cher, c'est parce que il y a un marché qui se justifie parce que c'est pas cher, quoi. Oui, mais c'est pas parce que le bien n'était pas cher, c'est que le montant n'était pas très élevé. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu fais une marge même de 50% sur 20 000, tu ne fais que 10 000. Mais si tu fais une marge de 50% sur 1 million, ouais, là, c'est pas c'est intéressant. Après, il y a un risque de mise de départ qui n'est pas la même aussi. Bien sûr. Ça, c'est complètement... c'est autre chose. Mais ça fait partie de l'expertise, de l'expérience. Il y a une prise de risque. Après, ça dépend ce que tu fais, comment tu le fais. Il y a... Le contexte joue, le paramètre. Il y a quelque chose que tu peux pas maîtriser. Je veux dire, je vous ai dit, là, j'ai un autre appartement à Paris. J'ai essayé de le vendre, mais j'ai commencé à le vendre au moment du marasme immobilier là, de 2022. Donc, j'ai pas réussi à le vendre, en tout cas au prix que je voulais. Je l'ai mis en location. C'est pour ça que j'ai une rentabilité qui est ridicule. Mais c'est les prix de Paris. 80 mètres carrés, je le loue 3 000 €. Donc, je m'en sors encore pas mal. T'as la chance de pas être pressé aussi. Oui, parce que j'ai pas le problème du cash. Serait... Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on peut pas tout maîtriser. Ce que j'ai pu remarquer, qu'il y a beaucoup de profils très ingénieurs où ils ont besoin de tout comprendre, qui ont du mal parfois à passer à l'action dans l'immobilier. Sauf que dans l'immobilier, il y a des choses parfois où faut mettre un peu, pas le cerveau de côté, mais faut passer à l'action. Et au final, on apprend plus rapidement en passant à l'action. On fait des erreurs, on refait comme ça, plutôt que ne pas faire d'erreurs. Et au final, on n'avance pas. À un moment, il faut y aller. Je veux dire, il y a des gens qui vivent dans un appartement en location et qui l'achèteront jamais, même s'ils y sont bien. Parce que ils vont trouver, au moment où il faut shooter, ils vont trouver 50 millions de raisons. Ouais, il y a toujours une bonne excuse pour pas passer à l'action. Et il y a toujours quelque chose aussi que à laquelle j'essaye de faire attention, c'est que, de manière générale, plus on se pose de questions, plus on apporte de mauvaises réponses. Et c'est intéressant. Donc, à partir du moment où je commence à me poser trop de questions, je dis, je suis en train de chercher des mauvaises raisons. C'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi de conseiller des amis, comme tu avais quand même pas mal d'expérience, etc., que les personnes ont commencé à arriver à un moment où ils avaient besoin d'acheter, de les accompagner? Oui, c'est arrivé, c'est problématique. Je dis parce que le problème, c'est pas moi qui vais vivre là-dedans, quoi. Donc, avec mes enfants, là, on en parle beaucoup plus parce que, mais c'est surtout sur du locatif. Alors, c'est moins problématique. Mais avec mes filles, on en parle beaucoup plus. Je lui dis, non, moi, je ferai pas ça à cause de ça, ça. Mais c'est toujours problématique quand c'est des proches. Ça peut être gênant parce que ils ont pas les mêmes envies, les mêmes moyens. Chacun est différent et chacun est différent, son ressenti. Il y a des choses que des mecs qui ont acheté de mes proches. Je dis, mais ça va pas, toi. Jamais j'achète ça. Moi. Je le dis pas parce que tu veux pas vexer non plus. Tu parlais de risque tout à l'heure. Quelle est ton aversion au risque? Une fois que j'ai pu remarquer que tous les gens qui ont pu avoir un certain capital, ils essayent justement de diminuer le risque parce qu'en fait, ils sont plus à perdre que quelqu'un qui commence de zéro. Est-ce que tu as pu voir ton aversion au risque qui a diminué au fur et à mesure des années ou elle a augmenté de ton côté? C'est un peu compliqué à répondre comme question. Okay. Alors, le risque, oui, il est par rapport au montant, mais par rapport surtout à ce que tu possèdes. Un mec qui a 10 millions, est-ce qu'il prend un gros risque quand il investit 500 000 ? Probablement pas. Un mec qui n'a que 500 000, il prend un gros risque, il investit 500 000. Donc, là encore, ça fait partie de l'humain, de ce qu'on est, de ce qu'on a, de notre patrimoine, et puis de notre trouille, tout simplement. Et puis du contexte familial.
je veux dire, les femmes sont beaucoup plus conservatrices. Quand je disais elles cherchent de la sécurité, ce qui n'est pas une mauvaise idée, hein, c'est pas une mauvaise chose. C'est une question d'équilibre. C'est comme ça. Les mecs sont plus frimeurs, plus aventureux. Donc, moi, ma notion de risque, j'ai 2 critères. C'est que, par exemple, sur les appartements, maison, n'importe quoi, j'achète rarement du premier coup. Si le lendemain, j'ai encore envie d'acheter, je vais l'acheter, parce que j'ai mûri. Et l'autre notion, l'autre critère de risque, qui n'est pas dédié à l'appartement, c'est que si ça m'empêche de dormir, je n'achète pas. Ça, c'est au moins tu sais, parce que plus tu avances, plus tu as envie de bien dormir. Ouais, et ça n'a pas de prix. Mais je dis ça, mais je connais plein de gens qui sont prêts à se faire violence par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais c'est mon comportement. C'est de la psychologie financière, personnelle, de la manière dont j'ai envie de vivre les choses. Ok. Et comment, là, tu as envie de les vivre, du coup, pour le futur ? Tu as dit que tu avais levé le pied pendant un moment donné sur l'accompagnement, la formation. Ouais. L'immobilier, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que tu veux continuer encore d'investir dans l'immo, de faire des opérations ? Comment tu vois la répartition, du coup, de tes différentes activités ? Alors, il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Je vous remercie de ne pas me l'avoir posée. Mais c'est qu'est-ce que j'ai en immobilier aujourd'hui, par exemple, et qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui, je ne fais rien en immobilier. Presque rien. C'est-à-dire rien. Ouais. C'est pour ça que j'ai rajouté le presque. On le connaît. J'ai divorcé il y a 2 ans. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Tout l'immobilier que j'avais, presque tout l'immobilier que j'avais, j'ai donné à mon ex. C'était le partage. Parce que du tu l'avais en patrimoine. nom propre. Oui. Ok. Bon, même si c'était de la SCI, j'aurais pu... Ok. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans mes stratégies, quand j'investissais, au début, j'achetais, je retapais, je revendais. Ok. Je mets très, très peu en location. Et ma femme, mon ex-femme, m'a dit oh non, il faut arrêter de revendre et de garder pour la retraite, etc., etc. Et j'ai gardé à partir de ce moment-là. Mais en réalité, c'était pas dans ma mentalité. Et c'est pour ça que quand on a divorcé, je lui ai dit prends. C'est un beau cadeau quand même. Oui. T'inquiète, j'ai fait ce qui... Ok. Le négociador. Je peux te confirmer qu'on est moins riche tout seul qu'à 2. Ok. Ça, je te le confirme. Mais et aujourd'hui, je n'ai que 3 biens. Ok. J'ai mes 2 appartements parisiens Mhm. et la maison que j'ai dans le sud, que j'ai évoquée à un moment. Je n'ai que ça. Et j'investis, je fais beaucoup de crowdfunding aujourd'hui. Ok. Ok. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai pas besoin de me prendre la tête. C'est facile. En 10 minutes, 5 minutes, je peux acheter des parts d'immobilier. Alors, ça me rapporte moins que si je m'en occupais, mais j'ai rien à faire. Ouais, moins de lots en gestion, moins de travail. Voilà. Tranquille. En revanche, c'est vrai que, là aussi, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est des activités, d'avoir un studio vidéo, photo, podcast et tout ça. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal d'années. C'est quelque chose que je pourrais faire. En réalité, j'achèterais les murs et je laisserais exploiter parce que j'ai pas envie. Je préfère partir au soleil pendant l'hiver. Je pars dans un mois. Ah. Tu pars où ? On va aller passer un mois à Bali, je pense. Ah, ça. Et voilà, je préfère vivre ce genre de vie Ok. plutôt que j'ai plus envie. Alors, je dis ça, c'est pas complètement vrai, je le fais avec mes enfants. Elle me dit, papa, tu peux aller voir, regarde ça. Je le fais. Mais aujourd'hui, j'ai plus beaucoup d'immobilier. Après, c'est des histoires de montant. Pour combien t'en as ? J'ai un appartement 116 mètres carrés qui a coûté 13-14 000 du mètre à Paris, celui où je vis. J'en ai un autre dans le 8e qui fait 80 mètres carrés sur les mêmes montants. J'ai plus la maison dans le sud. Bon, vous arrivez à évaluer ce que j'ai en immobilier et je paye zéro crédit. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite ? Tu nous as parlé tout à l'heure d'un livre. Hormis ce livre, c'est quoi tes projets par la suite ? Alors, ça fait 2 ans que j'ai levé le pied. Ok. Parce que j'en avais complètement marre
de ce business. Tu n'as plus rien à prouver. Hein. Les vrais, ils savent qui t'es, C'est ce ça. que tu as fait. Ce que tu as fait, ce que oui, tu as mais- accompli. Tu es mais- dans l'histoire des jeunes Français qui ont voulu lancer dans l'immobilier. en tout cas. Mais là, je suis un peu égoïste, c'est-à-dire que j'en avais marre tout court. Aujourd'hui, je suis à la retraite, hein, je touche la retraite. Si vous voulez savoir combien je touche, ça vous dit Ça doit être insolent, non 680 €. Ah non, Wow. au final, pas grand-chose. Non, mais c'est pour ça que tu vois, j'ai un t-shirt. Bah oui. Oui, c'est ça, c'est la retraite. C'est la retraite. Cliquez sur le lien en bas pour pouvoir aider Olivier Seban. Crowdfunding. Allez, hop. Donc bon, je touche que dalle. Mais je sais plus ce que je voulais. Oui, où je voulais aller. Donc il y a 2 ans, j'ai levé le pied. Et puis sérieusement, je me suis occupé du chantier de la maison dans le sud. Je me suis occupé des chantiers des appartements à Paris. Et là, j'ai terminé. Donc je commence à m'enquiquiner. Donc je redémarre. Ok. Je redémarre. Mais l'immobilier ne m'intéresse plus. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on propose dans l'immobilier me crispe un peu parce qu'il y a beaucoup de bullshit. Ok. Voilà. Mais puis j'ai quand même un ras-le-bol, je dois bien j'en conviens facilement. Mais je veux me remettre sur l'histoire d'investissement, de montrer aux gens comment on peut investir en bourse. Je vous en ai parlé Ok. tout à l'heure. Mhm. Parce que c'est tellement facile. Mais donner plutôt des stratégies globales, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Commence à investir sur la bourse. Tu le fais pendant 1 an, 2 ans. Tu mets un capital, tu l'oublies. Et après, tu te lances dans l'immobilier. Mais voilà, aider les gens à avancer dans cette direction de manière à ce qu'ils puissent construire. Et on voit que tu fais pas ça pour l'argent. Ça en découle par la suite, mais ta première Voilà. passion, c'est de pouvoir quand même. Bon, alors, je vais être très honnête. Si ça rapportait rien, je le ferais pas. Ah ouais, à ce moment-là. Parce que là, en Je suis soi, un entrepreneur. on n'a plus besoin. Là, tu pourrais te Oui, dire. c'est 680 Mais ça fait quand même plaisir. €, la Oui, ça fait, retraite. non, mais ça fait... non, mais ça fait quand même C'est plaisir comme si d'avoir de c'était l'argent, mais. un score au final qui te permet de voir si tu as réussi. Non, mais t'as quand même une passion d'entreprendre aussi. Enfin, pour un point, Oui, c'est ce mais- côté-là. Tu te rappelles, tout à l'heure, on était Oui. avant, tu m'as dit, t'as vendu ta boîte à 35 ans, je pouvais arrêter, c'est vrai. Et pourquoi t'as continué? Bah, j'ai dit, mais on s'emmerde à rien faire. C'est ça aussi. On s'emmerde. Oui. Donc, même si j'ai 64 ans, j'ai envie de continuer, de refaire des choses, mais je vais le faire par profil. Et j'ai la grande possibilité, le grand bonheur de pouvoir choisir ce que je veux faire Ça, c'est vrai. et des gens avec qui je veux bosser. Ça, c'est vrai. Ça, Luxe. c'est un luxe incroyable de pouvoir dire non Ça n'a pas de prix. et même d'envoyer chier les Oh. mecs. Ah ouais. Parce que ils t'en cassent trop les bonbons. Ouais. Et bon, enfin, c'est quand même. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le retour. C'est-à-dire que oui, je veux me faire payer parce que n'importe comment. Si tu donnes les choses gratuitement, les gens n'y donnent pas la même valeur que s'ils l'ont payé. Clairement, ça, on l'a pu le voir. Ça, C'est c'est vrai. con, mais c'est vrai. Hein. Ouais, ouais. Donc, j'estime que je dois être payé parce que ce que je fais, ça a une certaine valeur. Et mais je veux bien donner aux gens qui sont prêts à recevoir et à donner en échange. Parce que une de mes meilleures récompenses aussi, c'est quand les gars, ils me disent, Olivier, j'ai grandi avec toi. Je vais prendre un exemple, mon assistante, qui bosse avec moi depuis 12 ans, quand elle a démarré, elle avait que dalle. Aujourd'hui, elle a 4 appartements, et elle m'a dit, j'ai jamais eu autant d'argent sur mon compte en banque. Et là, tu es content Ah, et et tu là, tu vois dis- pourquoi tu as tu fait Tu ça. dis, j'ai fait quelque chose. Ouais. Tu dis, au moins, j'ai aidé les gens. Mais il y a des gens, tu pourras leur dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et ils le feront jamais, C'est et tu perds ton temps. Même s'ils t'ont payé. C'est vrai. C'est con, hein. Bah, Même merci si- beaucoup, Olivier. En tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle. Le podcast touche à sa fin. Ah. Merci beaucoup. C'était vraiment full valeur. Tu as donné beaucoup d'informations. Merci, Gilles, aussi. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode avec un nouvel invité. Et hâte de lire ton livre aussi, ton prochain livre. À le prochain. Surveillez Amazon. Hâte de voir le nom.